la nature, que ce soit par rapport à la montagne, par rapport aux pentes, par rapport à la technicité du terrain et surtout par rapport aux conditions météo, te ramène toujours à ta petite condition d'être humain. Et voilà, je me suis fait des bonnes petites aventures. L'année dernière, j'étais de mariage au mois d'août après la Pika Pika à Paris, mais je suis parti d'Ariège, je suis monté à Paris une fois, quoi. J'ai tapé 780 bornes. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. C'est parti. Eh bien écoute, bienvenue à nouveau Naïs sur le podcast. Merci de me recevoir de nouveau. Toujours un grand plaisir d'échanger avec toi et avec tous les auditeurs. Yes, je suis super content que tu reviennes. Un an après, un peu plus d'un an, c'était avril 2021, le premier épisode 27, s'il y en a qui veulent aller voir. Nahuel Passera, coureur d'ultra trail, l'appel de la montagne, c'était le titre. On s'était déjà régalé, tu nous avais un peu expliqué ton parcours d'ancien footballeur, comment tu étais passé des centres de formation à l'ultra, pas trail, mais l'ultra montagne, comme tu disais. Et moi, c'est un épisode qui m'avait vraiment vachement marqué. Depuis, j'ai croisé plein de gens qui ont fait la Pika Pika, tu vois, qui t'ont croisé sur cette course, notamment Sébastien Gérard, petit clin d'œil s'il nous écoute. Donc voilà, je suis très content. Tout ça pour dire que on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles d'une course, d'une course, c'est plus une course, d'un défi complètement fou que tu viens de réaliser. Mais écoute, j'en dis pas plus et je te laisse nous expliquer un petit peu ce dont il s'agissait. Ouais, mais un beau défi, c'est pas une course, c'est pas le bon terme en fait, c'est plutôt un défi, un challenge personnel, quelque chose que j'affectionne. Bon, ça fait bien longtemps que je mets plus de dossard parce que ça m'intéresse plus. Mais les challenges, j'ai toujours envie de me challenger personnellement sur des défis de montagne. Et donc, en gros, ce que j'avais expliqué déjà la dernière fois, c'est qu'il y a eu un peu un tournant dans ma pratique sportive, c'était en 2016 avec la Ronda del Cim, quand j'ai gagné la course que je rêvais. On m'a proposé de faire de l'euphoria, des challenges sans balisage euh, et sans assistance. Et ça m'a plu de suite. Et donc, je me suis renseigné pour qu'est-ce qu'il y avait comme genre de challenge. Et je suis tombé sur les Big Round au Royaume-Uni. Donc, c'est composé de Bob Graham, le plus fameux, où on est 2250 à avoir terminé en moins de 24 heures. Le Ramsey Round, c'est pourquoi je suis là et sur lequel on va échanger, et le Paddy Buckley. Donc le Ramsey c'est en Écosse et Paddy Buckley c'est au Pays de Galles. Et donc c'est des challenges où on doit faire un nombre de pics défini en moins de 24 heures. On passe par où on veut et on démarre quand on veut. Donc ça reflète bien ma vision de la montagne avec de la liberté. Et donc voilà, j'ai découvert ces challenges. J'ai été une première fois en Angleterre tenter Bob Graham en janvier 2017. Ça, c'était pas trop une bonne idée, mais au moins ça a permis de me mettre dans le bain et de voir que ça me plaisait vraiment ces challenges. La montagne du Royaume-Uni, même si elle est pas haute, en Angleterre, le plus haut sommet, c'est 972 mètres, je crois, ce qu'a fait le pic. Et au Ramsay, c'est le plus haut sommet du Royaume-Uni. On passe au Ben Nevis, c'est 1345 mètres. Sauf que 1345 mètres, c'est des conditions qui est entre 3000 et 4000 par chez nous, par rapport à la position dans le globe. Donc voilà, on a fini en 2019 avec Martin, on a été Martin Kern, mon ami de chez RTX, que je salue. On a été les premiers Français à boucler le Bob Graham, enfin les premiers Français, c'est accessoire, on s'en tape la coquille. On a bouclé le Bob Graham en moins de 24 heures. Et avec des amis espagnols avec qui j'ai couru le Foria, et on a été en Écosse découvrir le Ramsey Round en 2017. C'était au mois de novembre 2017.
Et donc là, on a fait 40 kilomètres. En fait, c'est rendre, le concept, c'est qu'on envoie un mail à l'organisation, c'est organisé par des personnes. On envoie un mail, on leur dit, mais voilà, on va tenter le rendre tel jour à telle date, et voilà. Et après, si on réussit, on envoie les traces GPS, on envoie les justificatifs. Et à Ramsey, quand on avait envoyé la trace, quand on avait envoyé le fait qu'on allait le tenter avec mes amis espagnols, donc il y avait Tito Parra et Pablo Criado, et ils nous ont dit non mais les gars, c'était fin octobre, il y a jamais personne qui l'a réussi quoi. En fait, on se rendait pas compte de la difficulté de la montagne en Écosse l'hiver, parce que le le Bob Graham en Angleterre peut se faire en hivernal. Mais le Ramsey en Écosse, l'hivernal, c'est le paradis de l'alpinisme mixte, des cascades de glace. Là, c'est pas possible c'était vraiment pas possible. On s'en rendait pas compte. Donc, on a fait 40 kilomètres, horrible. On a failli, on a failli y rester quelques fois. Au bout de 40 bornes, on a dit, bon, ben, on retourne au pub, on sera mieux. Donc, voilà, j'ai eu une grosse envie de continuer ces rounds. Donc, j'avais prévu d'y aller en 2020 à Ramsey. Et ça n'a pas pu se faire pour les raisons qu'on sait, avec les 2 années qu'on a perdues de vie avec ce Covid. Et donc, cette année, eh ben, je l'avais dans le coin de la tête. Et dans le cadre d'un projet global avec 3 étudiants que je salue, Alexis, Pierrick et An. Donc voilà, je collabore avec une grande marque sur un projet, je peux le dire, je pense, avec Salomon sur un projet de chaussures qui s'appelle Genesis, qui est une chaussure destinée au off, à ma pratique en fait, quoi, et qui va sortir pour l'UTMB, je pense. Et donc cet étudiant Alexis, dans le cadre de leurs études, il doit faire un projet tutoré sur un crowdfunding avec un sportif. Donc ils ont Ok. pris plusieurs sportifs, ils ont dit voilà, bon, ils nous ont écoutés. Et donc dans ce cadre-là, moi j'aurais dit que moi j'aimerais bien faire Ramsey. Et ils ont dit bingo, on fonce sur ce projet-là. Donc c'est un projet qui s'est monté sur 8 mois, sur lequel on a travaillé. On a créé une campagne de crowdfunding, donc c'était dans le cadre de leur projet tutoré d'études. Eux, ils étaient notés là-dessus. Donc moi j'avais la pression parce que je voulais vraiment qu'ils réussissent. Et donc, et moi, c'était une super expérience professionnelle parce que donc, moi, professionnellement, pour rappel, je travaille pour l'Ariégeois cyclosportif pour la com, c'est une cyclo de vélo, et pour le Montcalm et la Pika Pika, l'ultra dont je suis à l'origine, qui aura lieu très bientôt. Et donc, c'est toujours intéressant de faire des campagnes de crowdfunding parce que c'est professionnellement, c'est intéressant. Donc, on s'est lancé dans cette campagne de crowdfunding, mais comme toujours dans ce que je fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage avec les gens. Et je me voyais mal demander faire une campagne pour récolter de l'argent pour m'acheter des baskets, quoi, ou m'acheter des affaires. En plus, je n'en avais pas besoin. Mais voilà. Donc, je me suis dit, comment on peut tourner, on s'est réfléchi à quatre, comment on peut tourner ça pour que les gens qui participent à cette campagne de crowdfunding, ils aient quelque chose de concret. Et donc ça, par rapport à ça, on s'est dit, ben, on va essayer de lever des fonds pour financer la partie média du projet. Donc avec la présence de mon ami David Gontier, le célèbre photographe de trail, pour les photos, et de Cédric Ponce-Polo, le vidéaste. Euh, et donc grâce à ça, on a pu financer leur présence parce que, ben, en fait, toi tu es dans ce milieu-là, tu le sais, mais tout ce qui est image et photo coûte très cher. Donc on a lancé une campagne de crowdfunding, on avait mis un objectif de 2500 euros et on a récolté un peu plus de 3000 euros, 3100 euros. Donc il y a eu plus de 72 contributeurs. Donc ça c'était super, ça m'a vraiment mis de bon au cœur, ça m'a mis un peu la pression parce que ben, après il fallait pas les décevoir. Mais voilà, donc en gros, dans les rétributions de la campagne, les gens ont accès, donc ils avaient accès au suivi live, un groupe WhatsApp. Après, ils ont accès donc aux photos avec un album photo, au film en avant-première qui va sortir, et plein de choses concrètes, quoi. Donc, nous voilà dans ce Excellent. projet-là. Il fallait poser les dates, on ne savait pas trop. Et une des idées qu'on a vues avec ce projet-là, mais malheureusement qui n'a pas pu se réaliser par manque de moyens, c'est que je voulais y aller depuis l'Ariège à vélo. Que j'aurais aimé partir d'Ariège, traverser et me rendre jusqu'à Fort William à vélo, avec une traversée de la Manche en voilier, aller-retour. Ça aurait donné vraiment un sens supplémentaire au projet, mais malheureusement, financièrement, c'était pas possible. J'aurais pas pu, je n'avais pas les moyens de lever autant de fonds pour me permettre de faire une telle aventure qui, qui,
qui somme toute pourrait être au programme pour le dernier round au Pays de Galles pour l'année prochaine, peut-être. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Ouais. Non, non, mais là, ouais, ouais, c'est vraiment, c'est tellement cohérent, mais malheureusement, voilà, comme toute chose, on veut faire des choses pour l'environnement, mais des fois, ben, c'est pas possible, donc on fait au mieux, tout le temps au mieux de ce qu'on peut. Ouais, ouais. Oh là là, super projet. Enfin super projet, super défi. J'ai hâte que tu nous en dises un petit peu plus. Mais peut-être le premier point sur lequel, je serais curieux que tu nous en dises un petit peu plus, c'est justement ce que tu as mentionné assez rapidement le fait que, à 900 mètres, tu vois, à 900 mètres d'altitude au Royaume-Uni par rapport, à la latitude ou longitude? Longitude? Non, latitude, par rapport à la latitude, c'est les mêmes conditions que chez nous, à 3000. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, tu vois, avec une autre invitée qui s'appelle Daphné, Daphné de Rouge, qui fait des raids aventure et qui a fait notamment la Spine Race. Alors, c'est une course qui part, je crois que ça, c'est dans le coin attends, Bob Graham, je viens de voir sur leur site. Il me Yes, semble que ouais, il me semble que c'est dans le coin de, c'est au sud de Bob Graham. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est en plein mois de janvier. Et elle expliquait quoi, les conditions sont complètement dantesques et qu'en fait, pour pas mal de gens habitués de la haute montagne, notamment en France, c'est un peu une surprise de trouver cette météo finalement des altitudes assez basses. Donc, à quoi est-ce que ça a ressemblé la fois où tu nous as dit que ça a duré, tu vois, 40 km, je crois, ou 42. Euh, C'était vraiment de très très mauvaises conditions et des conditions très très froides. Ouais, ouais, c'est. D'ailleurs, Daphné a fait la Pika Pika. Et j'ai dit au sud de Bogram, mais c'est pas au sud, c'est à l'est de Bogram. C'est une trace en fait qui part au nord de Manchester et qui arrive au sud de l'Écosse. Donc ça, c'était pour la Spine Race, c'est vraiment Ok. une grosse aventure. Là, clairement, nous, à partir de 900 mètres, il n'y a plus de végétation en Écosse. C'est que des cailloux, des gros pierriers. Et après, les conditions météo, c'est de la pluie à l'horizontale, des rafales de vent entre 50 et 100 km/h, du brouillard, une Ah ouais. visibilité on voit plus ses pieds, euh, et un taux d'humidité permanent, quoi. Permanent. Et Ouais. ça, c'était donc rien que là, cette année, donc lors de la réalisation de mon round, au mois de juillet, j'ai eu des températures en ressenti qui ont varié sur la même journée de -4 à 30. Ah ouais, d'accord. En, en Oh une la journée, tu as vache. 4 saisons. Ah, c'est ça qui est hallucinant. C'est que vraiment, en une journée, tu as 4 saisons. Ok. Ah ouais, oh punaise. Ok, ouais, donc clairement à pas prendre à la légère. Ah, mais non, non, vraiment pas. Moi, c'est ça qui m'a plu de suite. C'est l'aspect sauvage de ces montagnes, l'aspect rustique et l'aspect difficile. C'est vraiment des montagnes très difficiles. Hmm. Nous, Français, on se regarde les altitudes, en 1300 mètres, et ça, c'est des collines. Et non, non, là, c'est vraiment de la haute montagne. Le projet, donc comment est-ce que tu disais que tu cherchais, voilà, le fait de prendre des dossards, c'est plus forcément ce qui t'intéresse, et donc tu as découvert en premier le Bob Graham. Euh, comment comment est-ce que ça s'est mis en place? Je veux dire, est-ce que tu avais une stratégie? Est-ce que tu voulais commencer par le Bob Graham, enchaîner avec le Ramsey Round et finir par le Paddy Buckley, comme ça a l'air d'être le cas. Enfin, c'est ce qui est en train de se faire là. Du coup, est-ce que c'était ta stratégie dès le début? Ouais, non, après, moi, tu sais, dans beaucoup de domaines, je suis un peu freestyle. Donc, je fais pas trop de plans sur la comète. Ça s'est goupillé comme ça. C'est surtout au fait de rencontres, quoi. C'est que la première édition, au mois de janvier, j'y suis allé avec Rémi Gégard. Et après, de suite, mon binôme espagnol avec qui je faisais l'Euphoria, Julian Morcillo, il voulait le faire aussi. Donc, à chaque fois, c'est des rencontres, quoi. C'est parce que un tel projet ne peut pas se faire seul, donc il faut absolument être accompagné. Et donc ouais, c'est au fur et à mesure de l'évolution de ma pratique, j'ai trouvé des fenêtres qui se sont ouvertes pour aller les réaliser, mais clairement, voilà, ça s'est fait un peu à l'improviste. Ok, ok. Alors, si on rentre dans le détail du Ramsey Round, il me semble qu'il y a quoi? Il y a une vingtaine. En fait, si j'ai bien compris, la trace passe par il y a un terme, je crois, des moonross, c'est ça? C'est ça, C'est-à-dire c'est ça, des montagnes qui font à peu près 1000 mètres d'altitude. c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que tu relis une vingtaine de ces montagnes
avec l'itinéraire que toi tu décides en fait, c'est ça? C'est ça. Il y a un itinéraire favori, évidemment, avec des cartes qui te vendent, il y a des livres là-dessus. Donc il y a un itinéraire favori que tu peux faire dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, en fonction. Et après, oui, pour le coup, à Ramsey, de mémoire, c'est 23 pics, 23 murs roses à, à relier. D'accord. Et donc toi, tu l'as fait dans quel sens, par curiosité? Ah ben, moi, je l'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois. Alors, c'est pas le sens le plus facile, mais comme la dernière fois avec les Espagnols, on avait fait le sens inverse, juste pour pas faire pareil, j'ai décidé de le faire dans le sens le plus difficile. Clairement, le Ramsey il a été réussi plus de fois dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre que dans le sens des aiguilles d'une montre, mais ça doit être mon fameux sens de la contradiction qui fait que j'ai décidé de faire comme ça. Ouais, en tout cas, là, tu vois, je suis sur le site de Ramsey Round. S'il y en a qui veulent la regarder, je mettrai le lien en description de l'épisode. Mais visiblement, sur 2022, ouais, vous n'êtes pas très nombreux. Hein, vous êtes 4-5, un petit peu plus, à l'avoir fait en moins de 24 heures dans le sens des aiguilles d'une montre. Effectivement, tous les autres, c'est l'inverse. Alors peut-être si on rentre dans le détail, à quel moment est-ce que tu t'es dit allez bingo cette année c'est parti pour le Ramsey Round, et comment s'est passée la phase de préparation et d'organisation pour la logistique, puisque j'imagine qu'il y a un peu de logistique, il y a zéro assistance, il y a zéro ravito, tu te débrouilles tout seul en fait. Ah, c'est une vraie aventure, clairement. Oui, donc dès qu'on a décidé de mettre en route cette campagne de crowdfunding, là, de suite, j'ai dit, bon, mais ok, c'est pour 2022. Et donc, je me suis préparé en conséquence, sachant que ma saison 2022, elle était un peu contrariée parce que j'ai chopé un Covid long. Et je devais aller faire une aventure au Mexique avec les Indiens Raramuri, que j'ai pas pu faire parce que j'étais trop court physiquement. Donc, Ah oui, c'est Ramsey vrai. est venu. Ouais, ouais. Et donc, j'ai préféré passer mon tour. C'est dommage, mais physiologiquement, c'était pas possible. Parce que j'ai passé quand même avec le Covid, j'ai passé un mois sans faire aucun sport. Donc, il a fait que je reparte de zéro. Donc, le Ramsey, c'est vraiment devenu mon objectif numéro un sportivement. Donc, je me suis préparé en conséquence sur de longs mois. Parce que avant, j'arrivais à me préparer sur des périodes un peu courtes. Mais j'avais eu des soucis de santé par rapport à des préparations trop hard. Donc là, je me suis remis en forme progressivement pour être prêt, donc soit en juillet, soit en septembre. Donc on a pris la décision au vu de la pandémie et des restrictions qui se levaient au fur et à mesure. On a pris la décision d'y aller en juillet, et parce que aussi il fallait aussi la disponibilité de mes pacers. Donc pour cette aventure, j'ai eu deux pacers. Donc le premier c'est Thierry Corbarieux, qui est vraiment une légende de ultra endurance. En gros, c'est lui qui avait l'ancien record du GR10, c'est lui qui a gagné l'Iditarod, des courses extrêmes de 600, de 1000 bornes, que ce soit dans le désert ou ben, l'Iditarod, c'est plutôt en Alaska, je crois. Donc c'est vraiment un très solide. Et un autre ami, Philippe Lacube, qui est un éleveur, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, avec qui je fais beaucoup de montagne, et qui fait de la montagne à l'ariégeoise authentique, qui est tout le temps fourré dans les crêtes sur le hors-sentier, et qui aime la montagne quand il fait pas beau. Donc il avait tout pour faire un super pacer, et c'est ce qui fut le cas. Donc on a vite pris les billets pour le mois de juillet, et nous voilà partis tous les cinq, donc David pour les photos, Cédric pour le film, et Thierry et Philippe comme pacer dans cette aventure. Excellent. Et du coup, sachant que voilà, il y a quand même peu de personnes qui l'ont terminé, que ça doit, j'imagine que selon les conditions que tu trouves, t'as pas du tout le même rythme. C'est-à-dire qu'en Écosse, je suppose qu'il pleut régulièrement, même l'été, à moins que je me trompe. Mais comment est-ce que vous aviez défini justement ce pace, cette allure à tenir? Euh, Après, on n'avait pas fait trop de plans sur la comète, sachant que moi j'ai atterri en Écosse avec Thierry quelques jours avant pour aller reconnaître, et on s'est retrouvé avec les journées les plus chaudes de l'histoire de l'Écosse. On a eu la chance d'aller au Ben Nevis avec un grand soleil. Ok. Donc là, clairement, de faire le round avec une condition météo comme celle-ci, ça allait vraiment faciliter les choses. Mais comme le reste de l'équipe n'était pas encore sur place, et il a fallu attendre qu'ils arrivent pour le tenter avec une fenêtre météo pour le moins favorable. Mais ça aurait pas été drôle si on aurait fait ça en plein soleil. Ouais. On n'aurait pas été crédible. C'est trop facile.
C'est clair. C'est Donc, clair. après, pour revenir à la question sur la stratégie de pacing, en gros, comme je connais bien le parcours, ce qu'on avait fait, c'est que Philippe m'a attendu, il me rejoignait à une partie du parcours pour faire une première partie. Puis après, je faisais une seconde partie avec Thierry. J'avais une période de transition seul. Et après, pour finir la nuit, Philippe m'attendait. Philippe m'a attendu de nombreuses heures sur un col en pleine nuit, avec 6 doudounes sur lui pour finir, pour qu'on finisse tous les deux, quoi. Et après, surtout, ce qui était dans ma vision des choses, il était hors de question que je finisse une partie sans mon pacer. C'est que à partir du moment où mon pacer il allait du point A ou du point B, et bien, comme ça s'est passé, j'ai attendu pour finir, pour qu'on finisse ensemble. Quitte à louper le round, parce qu'on a finalement on a réussi de 10 minutes. Mais voilà, c'est ma vision des choses, ça c'était non négociable. Génial. Génial, ouais, c'est une belle preuve de reconnaissance pour tes pacers. Et ouais, effectivement, ouais, je regardais ton temps, 23h50. Donc sur le site en fait, hein, du Ramsey Round, il y a la liste. Je sais pas si c'est pareil pour les deux autres rounds, mais sur le site du Ramsey, il y a la liste des finishers en sub 24 hours. Et donc pour toi, le temps final, c'est 23h50. Ce qui est assez rigolo, c'est que pour tout le monde, il y a quand même personne qui sort du lot dans le sens où les temps sont vachement homogènes, hein. Ah, là, il y a une personne en 19h, mais sinon, pour tout le monde, c'est 23h, 22h50 au mieux, 22h20, ouais, 23h10, 23h50, tu vois, 23h50 à nouveau. J'ai l'impression que le challenge est tel que Ah, finalement, c'est solide, hein. peu importe le niveau, c'est quasiment 24 heures pour tout le monde, hein. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Après, les conditions météo, quand on va rentrer un peu dans le détail de mon round, jouent énormément. C'est qu'une bonne météo te fait gagner de nombreuses heures, quoi. Ça se joue pas jouer en minutes, ça se joue en heures. C'est que clairement, Ok. la météo, parce qu'en plus, comme c'est de l'orientation, d'avoir de la visibilité sur les montagnes, ça permet aussi de choisir des options. Comme il y a beaucoup de hors-sentiers, Ah oui, de eh fait oui. de voir où tu dois aller, et clairement la météo change en heures le nombre de la performance, quoi. Ok, ah oui, ouais, effectivement, si tu... Ah ok, ouais, j'avais pas le paramètre orientation en tête. Ok, bah donc du coup peut-être qu'on peut ouais, rentrer dans le détail. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as pris le départ, tu vois, ce jour-là? Et à quoi ça a ressemblé ton round? Bah, ce qui a fait qu'on parte ce jour-là, c'est que donc l'équipe média et Philippe arrivaient le lundi soir, et donc la fenêtre météo était donc plus ça allait, moins elle était bonne. Donc on avait dit au début de partir le mardi matin. Sauf que ils ont eu des retards d'avion, ils sont arrivés à 2 heures du matin, donc c'était pas jouable. Donc on en a profité le mardi pour aller continuer les recos, pour aller faire des photos, voilà, pour s'imprégner encore. On a fait 1500 mètres de D+. Et là, le mercredi, je suis parti à 6h30 du matin, sachant qu'il y a un paramètre que je n'avais pas anticipé parce que je ne connaissais pas à cette période l'Écosse, mais qui est super intéressant dans un tel projet, c'est qu'il fait jour à 4h30 du matin et il fait nuit à 23h. Donc je suis parti à 6h30, il faisait déjà jour. Ah oui, Et je suis parti donc sur les 1300 premiers mètres de dénivelé positif pour me rejoindre le sommet du Ben Nevis. Donc très vite, au bout de 500 mètres de dénivelé, j'étais dans les nuages. Et là, c'est les seuls endroits où on a, à part un autre endroit, mais c'est les seuls endroits où j'ai croisé du monde. Et j'ai croisé des gens qui redescendaient du sommet du Ben Nevis, où il y avait une visibilité à 10 cm, mais je me suis dit, mais ils ont été faire le lever du soleil, ils ont été faire... Donc il était 7h du matin, il y avait des gens qui descendaient du sommet du Ben Nevis, et ça montre à quel point... Mais là-bas, ils font de la montagne, même quand il fait mauvais. De toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon ils ne le feraient jamais. ouais. Mais donc j'ai monté ce sommet du Ben Nevis que je connais bien. Et après, donc là, il y avait vraiment beaucoup de brouillard. Et après, je me suis engagé sur l'arête. Il y a une arête, ils appellent ça une arête. Je dirais plus que c'est une crête effilée plutôt qu'une arête, et avec une visibilité très 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 réduite. Donc ça, c'est un peu comme chez nous, hein. On fait gaffe, hein. On avance doucement. Et arrivé avant le second pic, et là, je suis tombé dans des rafales de vent qui m'ont déséquilibré. Je suis tombé à cause du vent. Donc là, j'ai dû avoir aux alentours de 80-100 km/h de vent. Et le second pic, j'ai dû le faire en Ah rampant. ouais. Ah ouais. Je me suis filmé avec la GoPro, là, il y a des images qui sont un peu collector, hein, ouais. Et donc là, je me suis dit, là, c'est le second pic, c'est comme ça, l'histoire, si ça dure, ça va pas durer longtemps, hein. On va rentrer au bar et on repartira demain. Et finalement, le vent s'est un peu calmé, et j'ai récupéré l'équipe
au col entre le deuxième et le troisième pic. Et là, donc, il y a toujours du vent, du brouillard. Et là, j'ai été accompagné par Philippe, mon ami Philippe Lacube. Et là, au fur et à mesure de la journée, on a fait des belles traversées de crêtes. Il y a des enchaînements, c'est 5, 6, 7 km de crêtes sans discontinuer. Donc ça, c'est super. Et au fur et à mesure de la journée, le temps se levait. Donc on a eu un peu de pluie, puis après on a eu un peu de soleil, et après on a eu du soleil. Donc ça c'était cool. Ça met du baume au cœur et ça permet d'avancer un peu plus vite. Surtout que donc cette partie avec Philippe me menait jusqu'au premier point d'assistance. Enfin, les points d'assistance là-bas, par rapport à Bob Graham, il n'y a pas d'endroit qui est coupé par la route. C'est très sauvage. Donc c'est à 1 kilomètre de la route la plus proche. Et en fait, moi j'avais planifié des horaires et je pensais que j'allais avoir 35 km et 3005 pour arriver à cet endroit-là, sauf que j'avais 35 km mais j'avais 4005. Donc j'étais pas en avance sur mes prévisions. Mais on s'est pas affolé, je me suis ravitaillé Ok. et je suis reparti seul sur le prochain leg, ils appellent ça un leg, les parties. Et voilà, où je savais que Thierry m'attendait au sommet suivant. Donc ça c'était sympa, j'ai retrouvé Thierry et on a enchaîné 3 sommets. Et après il y a une partie un peu atypique dans ce round, c'est que à la fin du round, le round il fait 100 km et 9005 de D+. Pouah. Mais pour donner un peu, l'importance du relief et de la verticalité du défi, c'est que sur ces 100 km et 9005, il y a 10 km de piste plate. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, je suis bien content d'être accompagné sur cette piste et surtout par rapport au temps défini, je savais que c'était important de ne pas perdre du temps sur cette partie de transition que moi j'aime pas. Franchement, courir sur une piste, c'est pas ce que j'aime le plus, vraiment pas. Mais là, le cadre était magnifique et on a vraiment bien avancé jusqu'au moment où on se séparait avec Thierry. Et là, moi, j'ai pris une option. En fait, les cartes disent deux options. Alors, soit d'aller à gauche ou à droite. Il y a une partie que je connaissais. Et en fait, on a bien étudié les cartes, les courbes de niveau. On a checké les cartes de chaleur sur Strava. Et on a vu qu'il y avait possiblement un passage qui passait dans un couloir. Et j'ai pris la décision de m'engouffrer dans ce couloir et de prendre la version C, quoi, on va dire. La version qui était pas répertoriée. Mais le fait d'arriver avant le coucher de la nuit me permettait d'avoir une visu sur le couloir dans lequel je m'engouffrais et que ça s'est super bien fait. Donc, je suis arrivé au sommet de ce pic où j'ai retrouvé David et Cédric qui étaient là pour faire des images. Et là, c'était mon deuxième point de ravitaillement. Donc, dans leur sac, ils m'avaient pris deux, trois bricoles, de quoi me ravitailler. Et le problème, c'est qu'on était à 1000 mètres d'altitude. Et en fait, de suite, j'ai grelotté. J'ai eu froid. Donc, j'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai pris les sandwichs, tout à emporter pour attaquer la dernière partie, qui est une partie très technique et très sauvage, que je connaissais, parce que je l'avais faite avec les Espagnols dans l'autre sens. Et, c'était parti pour la dernière partie. J'ai les yeux sur la carte, du coup, je vois la partie dont tu parles, où il y a les deux options. Alors, je veux pas m'aventurer à essayer de prononcer le nom du sommet, SGU2R, C'est magnifique. Zgour, Eldemort. Ouais, Ouais. magnifique. Et donc, toi, là, si je comprends bien, t'es passé pile au milieu, en fait. Ouais, je suis passé pile au milieu. Pile au milieu, non, en fait, si tu vois les courbes de niveau, je suis passé, j'ai rejoint la crête, qui est, en fait, j'ai coupé jusqu'à un petit, tu vois la crête, le passage qui est plus vers le nord, Ouais. et ben j'ai rejoint la crête à 200 mètres du sommet, j'ai rejoint cette crête-là. Et j'ai fini par cette crête. D'accord, ok. Ok, je mettrai les liens pour celles et ceux qui veulent aller voir. Et oui, en fait, comme il n'y a pas de passage obligé, il y a quand même une partie, même si bon, tu l'as dit plusieurs fois, hein, tu n'as pas trop fait de plan sur la comète, mais il y a quand même une petite partie stratégie pour essayer d'identifier un itinéraire utilisé, mais pas forcément recommandé par l'orga. Ah ouais, ouais, ouais. Après là clairement, surtout sur le relief là-bas, la qualité de la trace GPS que tu as est primordiale. J'ai beaucoup bossé sur la trace GPS. Il y a des choses que je prends à la légère, mais là clairement il en va de la sécurité. Sur le premier leg,
il y a un moment donné, on s'est engagé dans un couloir. Même mon ami Philippe, qui en connaît la montagne, qui en a vu des trucs, il m'a dit là, c'est vraiment rock'n'roll. Et je me suis engouffré dans ce couloir-là parce que j'avais confiance à la trace GPX. Voilà, on a des escaladés, on se débrouille, hein, mais fallait pas se la mettre, quoi, clairement. Et donc là, le fait Ouais, d'avoir une trace GPX de qualité, surtout quand il n'y a pas de visibilité, comme ça arrive souvent là-bas, eh ben c'est vraiment c'est indispensable. Pour la sécurité, c'est indispensable. ouais. Donc là, par rapport à ça, par rapport au parcours, autant sur d'autres choses, voilà, je suis un peu rock'n'roll, mais là, clairement, il faut pas. Il en va de la sécurité de tous, quoi. Ouais, ouais. Et donc tu disais, arriver sur ce fameux sommet, Sgurr, Eldmore, désolé s'il y a des Écossais, ou des gens qui arrivent à prononcer ce genre de nom. Tu es arrivé là, un peu avant la tombée de la nuit, donc si j'ai bonne mémoire, ça veut dire vers 21h-22h? Tu disais que C'est le ça. soleil, ouais, et du coup, tu as fait la dernière section, comme tu as mis presque 24 heures. 22h, ouais. 22h, 22h30. Ouais, donc tu es arrivé vers 5h15, 5h20, un truc comme ça. Donc j'imagine que la nuit, il a fait bien, bien froid sur une partie technique. T'as pas du tout eu de micro-sieste ou de temps de repos en dehors des deux ravitaux au final. Non, non. Donc ouais, la nuit, la nuit, de suite dès qu'il a fait, il a fait nuit, la pluie s'en est mêlée. Donc ça nous a porté, ça nous a porté compagnie. Mais clairement, moi, quand je sais que je vais finir un challenge ou un défi en moins de 35 heures, je ne ressens pas le besoin de me dormir. Par exemple, sur une PTL, quand je préparais la PTL, sur une PTL, dès 24 heures, il faut dormir parce que ça va pas durer 35 heures. Donc là, c'est important de dormir avant. Mais sur un tel défi, la question ne se pose même pas, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok, bah c'est intéressant, tu vois, je veux une petite parenthèse. Je pense qu'au moment où ton épisode sortira, oui, c'est même sûr, j'aurais déjà, alors fini, je sais pas, pris le départ en tout cas de la PTL. Toi, tu recommanderais, si on fait une toute petite parenthèse sur le sommeil par rapport à la gestion du sommeil sur du long, pour toi, une course comme la PTL qui dure pour Ouais. les meilleurs 5 jours, pour les autres plutôt 6-7, tu recommanderais de dormir dès 24 heures, toi? Ah oui, oui, dès 24 heures et sur une PTL, prendre un cycle de sommeil d'une heure et demie. Ouais, une heure et Ne demie, pas ouais. s'amuser à Ok. faire des micro-siestes, Moi, mon équipe que j'avais suivie, en fait, quand je devais faire la PTL, j'avais été forfait, mais mes potes espagnols, ils l'avaient fait. Mais ouais, clairement, de faire une heure et demie, un cycle complet de sommeil tous les 24 heures, ça permet d'avancer et ça permet de limiter la casse niveau fatigue. Ouais, ouais, ouais. Et eux l'avaient fini en combien de temps, par curiosité? Et après, on fermera la boucle PTL, enfin la parenthèse PTL. Ils sont arrivés quatrième équipe, je crois. Ah ouais, ouais, donc costaud. Quatrième Ok. équipe, ils ont dû faire en 100 heures, je dirais. Ouais, pas mal. Ouais, dans la PTL, tu vas te régaler, c'est une belle aventure. Ouais, j'espère. J'espère. Bon, je te cache pas que là, c'est plus le flip qu'autre chose, à quelques jours du départ, mais on va essayer d'en profiter à fond. Il faut bien, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça. Faut le prendre comme ça. Et ouais. Donc, on peut en revenir à Ramsey. Donc là, je me suis engouffré sur le dernier leg que je connaissais. Et là, pareil, j'ai pris une variante parce que j'avais repéré et sur les cartes satellites, on avait vu qu'il y avait possiblement un couloir de cailloux qui passait donc au sommet après le Sgur, là, qui s'appelle Binheim Big, si je prononce mal. Et en fait, je me suis engouffré dans un couloir. Je suis descendu 200 mètres de dénivelé en ski sur des cailloux. Donc là, c'était cool, j'ai gagné du temps grâce à ça. Mais c'est parce que j'avais vraiment confiance en ma trace et qu'on l'avait vraiment, vraiment fait. Et après, j'ai enchaîné trois sommets avant de retrouver mon Philippe, mon pacer. Et là, ça fait beaucoup de bien, quoi. Quand t'es en pleine nuit en Écosse, d'être à deux, on s'est relayé, chacun son tour, on se mettait devant. On a été faire deux sommets en aller-retour sur des crêtes. Donc ça, il y en a une, ça s'appelle The Devil Ridge. Désolé pour l'anglais, mais la crête du diable. Et en fait, c'est deux crêtes super effilées, super sexy, super sympa. Donc ça, c'était cool. Et après, on a enchaîné les deux derniers sommets qui sont loin quand même, on se rend pas compte, mais et on commençait à être fatigué. Donc, et arrivé au dernier sommet, il nous restait 1h20 pour descendre, une descente que je connaissais bien et que je savais que. Et là, c'est là où là, pour la première fois, je me suis dit bon, là, c'est sûr. À moins de gros pépins dans la descente, ce qui peut toujours arriver en montagne, mais c'est gagné, quoi. Donc on est Hmm. descendu, il y a une partie de 2 ou 3 kilomètres de piste où là Philippe était quand même. Philippe, c'est un montagnard,
Il a le pas sûr du montagnard, mais il a pas le pas aérien du coureur, hein. Ni moi non plus, hein. Mais donc, j'ai pris cette piste pour être sûr d'arriver dans les temps. Et quand je suis arrivé, quand j'ai vu que j'étais à 500 mètres de l'arrivée et qu'il fallait quitter la piste pour finir, et là, j'ai dit, bon, mais là, j'attends Philippe et on finit ensemble. Et quand Philippe m'a vu que j'attendais, il m'a engueulé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? On a commencé ensemble, on finit ensemble, c'est pas négociable. Et voilà, on est arrivé, beaucoup d'émotions. Il y avait Thierry qui nous attendait. Il y avait David et Cédric qui aussi ont vécu vraiment ce projet à fond parce que c'est marquant, quoi. Humainement, c'est marquant, ce genre de projet. Et c'est ça aussi qui me motive à faire ces projets-là, c'est le partage et ce qu'on vit à travers ça. Ouais, Et voilà, donc on a fini à 23h50 euh, ce Ramsey Round. excellent. Excellent, c'était donc ton deuxième, puisque tu avais déjà fait, comme tu nous disais, le Pop Graham. Deuxième que Yes. tu complètes en moins de 24 heures. Qu'est-ce que. Il t'en reste du coup un, si tu veux faire le défi complet. Ouais, J'imagine, de ce que j'ai cru comprendre, que c'est carrément le cas. Tu veux le boucler. ouais. Qu'est-ce que toi, t'en as appris de ces deux premiers rounds que tu as complétés en moins de 24 heures? Beaucoup de choses, comme toujours. C'est que l'humilité en montagne, elle se fait aussi par l'altitude. C'est que tout montagnard est très humble parce que la montagne nous rapporte toujours à notre simple condition d'être humain. Mais clairement, moi, ce qui me plaît là-bas, c'est que quand je reviens en France, ouais, t'as fait quoi, Nahu? Ouais, je suis parti là, j'étais faire des sommets à 1300 mètres. Bon, après, les gens me connaissent, ils savent que si j'étais faire ça, c'est qu'il y avait anguille sous roche. Mais la plupart des gens qui connaissent pas la montagne, ils te disent, ouais, 1300 mètres, t'as fait des collines, quoi. Mais ouais, vraiment, cette modestie par rapport à cette montagne du Royaume-Uni, qui est splendide, qui est sauvage, qui est. Ben, il y a, pour dire, il y a 100 km et sur le Ramsey, il y a 100 km et 9005 de D+, il n'y a pas une seule trace de peinture. Ah ouais. Pas un chemin marqué à la peinture. Chez eux, ils respectent tellement la montagne qu'ils mettent pas de la peinture, ils souillent pas la montagne et de la peinture. C'est sauvage à souhait. C'est ce que j'apprécie le plus. C'est un peu comme dans nos montagnes, dans le massif du Mont-Calm ou en Haute-Ariège. C'est que c'est très très sauvage. Et t'es livré à toi et la montagne. Et c'est vraiment ça c'est ça que j'adore, quoi. C'est que toute cette grande immensité, cette osmose avec la montagne qu'on peut ressentir dans ces moments-là, et et se sentir petit. Et ça fait du bien dans notre société actuelle où l'être humain veut tout contrôler, l'être humain se veut surpuissant, veut tout. Mais non, non. Là, c'est les conditions météo qui décident de tout. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans les conditions sur ces rounds. C'est que la nature, que ce soit par rapport à la montagne, par rapport aux pentes, par rapport à la technicité du terrain, et surtout par rapport aux conditions météo, te ramène toujours à ta petite condition d'être humain. Ouais, c'est un super message, ça. Et du coup, cette humilité dont tu parles et le fait de prendre en compte tu vois, les éléments, la montagne, notamment la météo, même si l'altitude est différente de la nôtre, mais pas forcément les conditions qu'on y trouve. Comment est-ce que ça impacte sur ton approche du Paddy Buckley, si tu es déjà en train de planifier ce round, hein? D'ailleurs, je sais pas, faut que tu nous en dises un peu plus. Ouais, ouais, bah après, ça sera un peu la cerise sur le gâteau. Là, j'ai deux potes à moi, bah, ce week-end, en récup, là, ce week-end, on a été faire un défi en Andorre, là, qui s'appelle le GR26. On a relié les 26 refuges andorrans. Donc, on s'est tapé 180 bornes et 14 000 avec deux potes à moi, qui sont encore plus fous que moi, donc Camille et Tom Tom. En récup. Ah ouais, en récup, ouais, mais mes potes, ils sont encore. Moi, je suis un enfant de cœur par rapport à eux. Et eux, là, au mois de septembre, ils vont tenter de faire les 3 rounds avec les liaisons à vélo. Ah Donc ouais, ça m'a donné d'accord. envie d'aller Ok. avec eux, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc ouais, non, ce qu'on s'est dit, c'est que je projette d'aller au Pays de Galles l'année prochaine. Voilà, normalement, ce sera peut-être septembre aussi pour varier les plaisirs, parce que là, j'y suis allé au mois de juillet, j'avais été au mois de mai à Bob, la fois où on a réussi, j'avais été au mois de janvier, j'avais été au mois. Donc pour varier les plaisirs, peut-être au mois de septembre prochain, en- au Pays de Galles. Et si j'arrive à lever assez de fonds auprès de mes partenaires pour faire aller-retour à vélo ou pour faire une aventure comme ça pourrait être que un vrai plus. Ah là là, excellent. Excellent. Ouais, le Paddy Buckley en septembre, ça doit déjà être pas mal côté couleur, météo. Yes. C'est pour ça aussi qu'on y va, pour voir aussi d'autres couleurs, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Ah là, génial. ça peut mettre un peu de sel au défi. Et Ouais. clairement, et après, hein,
Tu vois, Ramsey, j'ai réussi après au deuxième coup. Bob, j'ai réussi au deuxième coup. Et c'est pas dit que Paddy Buckley, j'y arrive du premier coup, hein. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché, tu penses, sur ces deuxièmes fois à chaque fois? Qu'est-ce que tu as ajusté? La- Est-ce que c'était finalement la même chose? C'est-à-dire que la première approche, il t'a manqué de la connaissance ou il t'a manqué de la préparation? Ça a été quoi la différence? Ouais, en fait, ben, le premier Bob, au mois de janvier, j'allais vraiment pour découvrir, parce que je savais pas du tout, je savais bien que c'était impossible au mois de janvier enfin, ou impossible, ça allait être très très compliqué de le faire. Et la deuxième fois, quand j'y suis retourné à Bob Graham, bon là, j'étais avec Martin Kern, qui était en super forme. Et là, clairement, c'était facile pour moi parce que, en fait, il m'a attendu pendant 24 heures, quoi, hein. Enfin, 24 heures, je crois qu'on a mis 22h30, donc il m'a attendu. Donc le fait d'être avec Martin, surtout ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, on est très proches. C'était facile entre guillemets, mais physiquement plus difficile parce que j'étais moins en forme que maintenant. Le premier Ramsey, bah là, on a découvert aussi, bah là, c'était une bêtise par rapport à la météo, et on y allait en fin de saison. On y allait en fin de saison, on s'est retrouvé le premier jour, on s'est retrouvé, on s'est bu des litres de bière dans un pub, c'était vraiment en roue libre, quoi. Mon frère, d'ailleurs, qui était avec nous, il m'a dit, mais vous êtes sûr que vous allez courir avec toute la bière que vous buvez là, pendant ces jours-ci? Et là, cette année, en fait, moi, donc, comme j'ai pas de problème à parler de moi. En fait, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire dû à ma pratique avant en compétition. C'est que pour gagner des courses au niveau international, ben, à un moment donné, il faut s'affûter. Et en fait, moi, pourtant, je suis un épicurien, je suis un très très bon vivant, même trop. Mais en fait, je suis tombé dans des dérives des troubles du comportement alimentaire. C'est un peu tabou, hein, les gens ils en parlent pas trop. Donc ben là, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à me réaffûter, à de revenir, je dirais pas aussi performant que mes meilleures années, mais pas loin, en ayant un équilibre alimentaire, en ayant préparé les choses intelligemment, sans avoir fait de diète comme je pouvais faire avant. Et en fait, cette année, j'ai passé un diplôme universitaire d'optimisation de la performance en trail running à la faculté de Font-Romeu. Et ça m'a vraiment aidé à caler toute ma préparation. Parce que aussi, pareil, oui, même quand je faisais des compétitions, même quand j'ai jamais eu de coach, je faisais toujours à ma sauce. Donc le fait aussi d'avoir une préparation un peu plus cadrée grâce à ce DU et aussi de pas faire d'écart alimentaire, quand je dis d'écart alimentaire, c'est de faire des grosses diètes et après de surcompenser avec des crises de boulimie par exemple ou autre, Ouais, ouais. parce que c'est vraiment la réalité c'est la réalité des troubles du comportement alimentaire du sport, quoi. Donc j'en suis sorti et donc il était hors de question que je retombe dedans. Donc là je suis arrivé vraiment affûté, je suis arrivé vraiment prêt. Donc je savais que je pense avec des conditions optimales et je savais que ça allait passer. Si les conditions étaient optimales, je savais que ça allait passer en moins de 20 heures. Mais après, les conditions ont fait que c'est passé en moins de 24 heures. Et ouais, j'étais vraiment confiant par rapport à la forme du moment, sachant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que j'ai dû aller m'entraîner pendant les nuits. Je me suis vraiment donné les moyens de mes ambitions. Mais il y avait 72 personnes qui me faisaient confiance. Il y avait tout ça qui fait que eh ben, je me devais de faire le job. Et ça a été un plaisir de le faire quand c'est Ouais, fait ouais. intelligemment et de ne pas tomber dans les travers dans lesquels j'ai pu sombrer avant. Parce que c'est pas facile. Clairement, c'est pas facile quand tu rentres dans une spirale par rapport à ton poids. Et c'est vraiment, ouais, c'est un enfer. Donc j'ai réussi à sortir de cet enfer-là. Il m'a fallu du temps. Et donc ça, c'était cool parce que j'ai pu retrouver un niveau où ben, le trail, ça devient facile, quoi. C'est que là, sur Ouais. les 100 sur les 100 km, j'ai toujours été en aisance, quoi. Et donc ça, c'est un vrai plus. Alors que ça fait quelques années où j'avais pas retrouvé ce niveau-là, où je souffre à essayer de suivre mes collègues, où je continue à faire des grosses aventures. On a fait le Tour l'année dernière, c'était 350 bornes et 30 000. On avait fait sur la trace de mes rêves l'année d'avant, c'était 150 et 15 000. Mais ça fait longtemps que j'avais pas connu cette espèce de flow où tu te dis que ben, là, t'es bien, quoi. Il peut rien t'arriver, t'as fait le job, Ouais, tu gères ton ouais. allure cardiaque, tu sais que t'es pas en sur-régime et le dénivelé, il s'enchaîne. Sachant que j'avais l'appréhension, c'est que, mais par rapport aux autres années aussi, comme je travaille plus, mais je fais moins de dénivelé. J'avais l'appréhension qu'à un moment donné, physiologiquement, mes cuisses commençaient à saturer par rapport aux 10 000 mètres de dénivelé qui s'annonçaient. Parce que le plus gros week-end choc que j'avais fait, c'était samedi 3005 de D+, dimanche 3005 de D+. Mais j'avais fait pas mal de vélo.
j'avais fait au maximum de ce que je pouvais faire par rapport à mon emploi du temps en fait. Et donc j'avais peur que ça sature à un moment donné. Et finalement j'ai pu relancer à tout moment. J'ai pu garder être très régulier dans mes vitesses ascensionnelles et profiter quoi. Et ça c'est vraiment l'essence du truc. C'est super intéressant ce que tu dis sur l'alimentation et l'espèce de spirale dont tu as réussi à te sortir. Je te cache pas que j'en avais. Enfin, c'est la première fois que quelqu'un qui a une pratique à ton niveau, tu vois, en parle assez ouvertement. Et quelque part, même, ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Voilà, c'est pas pour basculer, enfin, pour mettre le projecteur sur moi, mais c'est vrai que quand j'avais fait du sport de haut niveau, et moi, j'avais une notion de poids à gérer. Tu vois, le judo, il y a des catégories de poids. Et donc, en dernière année à haut niveau, j'étais en régime permanent. Et voilà, quand j'ai arrêté, j'ai pris peut-être 5 kilos en 2 semaines. Et depuis, je me pose régulièrement la question, tu vois, c'était il y a 15 ans maintenant, est-ce que j'ai pas gardé un peu des traces de ces régimes forcés que je faisais pas forcément super intelligemment. Euh, Bienvenue au club. mais ouais, du coup, c'est intéressant de voir, tu vois, que même à ton niveau, finalement, enfin, sans contrainte. Oui, tu as des contraintes, mais je veux dire, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de catégorie de poids imposée en trail, que finalement, il peut y avoir des dérives et que ça peut amener à des spirales voilà, un peu négatives comme tu l'as vécu. Ah ouais, clairement, après c'est vraiment tabou, hein. Peut-être chez les filles un peu moins que chez les mecs, mais chez les mecs c'est encore plus tabou que chez les filles. Mais clairement, tout sport d'endurance, avec catégorie de poids ou sans catégorie de poids, il y a toujours un aspect de performance, d'optimisation de la performance, de rapport poids-puissance. Et ça, le poids joue énormément. Clairement, de m'affûter, ça m'a permis de gagner des courses que j'aurais jamais rêvé de gagner. Mais il y a le contre-coup. Et le contre-coup, est-ce qu'il vaut la peine de ce que tu as fait avant? Je suis pas sûr. Parce que tu l'as vécu, Ouais. tu sais ce que c'est, les exigences du haut niveau par rapport à du poids. Moi, ma femme peut en témoigner. Hein. L'année où je gagne la Ronda d'Elsim, donc c'était en 2016, ou que je gagne le Fourier l'année d'après, ou un truc comme ça, mais pour dire, au 1er janvier, je faisais 95 kilos. Au 1er avril, je faisais 71. Ah ouais, oh la Donc, vache. ces écarts de poids, c'est pas humain. Ah ouais, ouais. Non, mais physiologiquement, ça a été super loin, ça a été super hardcore. Et parce que après la dernière course de l'année, je me laissais aller. Et après, je faisais la fête, mais je continue à faire du sport tout le temps. Hein. Mais en fait, j'ai une tendance à prendre du poids. Moi, j'ai fait 100 kilos. J'ai commencé le trail, je faisais 100 kilos. Donc, Ouais, c'est ce que tu partageais dans ton épisode, dans l'épisode de la dernière fois. Ouais. Ta première, la course révélation, je me rappelle bien, t'as fini avant-dernier, je crois, et t'étais à plus de 100 kilos, ouais. c'est ça, avant dernier. C'est ça, exactement. Donc j'ai une tendance à prendre du poids, parce que je suis épicurien. Mais voilà, donc ça, je suis vraiment content d'en être sorti de cette spirale. Même, tu vois, au cours du DU Trail, j'ai échangé pas mal avec les autres étudiants à ce sujet-là, parce qu'il y a quand même encore assez peu de retours, mais que toi, tu le sais parce que tu l'as vécu. Mais ouais, ça va loin, quoi. C'est que ça a été très loin. Donc maintenant, tu vois, même après le Ramsey, j'ai pu enchaîner ce qu'on a fait ce week-end, le GR26, de faire 180 bornes et 14 000 mètres de D+, en 50 heures, parce que j'ai dû reprendre 1 ou 2 kilos après le round, mais rien de... Voilà, Ouais, ouais. j'ai repris un équilibre de poids, de 1 ou 2 kilos en étant affûté ou en période où tu fais la bringue, quoi. Et qu'est-ce que tu as changé concrètement pour mieux gérer tu vois, ton alimentation et éviter les effets yo-yo extrêmes qu'il y avait avant? Moi, je m'interdis de faire des diètes, des diètes importantes, quoi. C'est que je mange équilibré. J'essaye déjà, je suis repassé à 3 repas par jour parce qu'à l'époque des diètes, je faisais que 2 repas. Je déjeunais le matin, je mangeais le midi et je faisais jeûne intermittent tous les jours jusqu'au lendemain. Donc ça, je m'interdis de le faire, ou une fois occasionnellement quand j'ai du boulot, ou voilà. Mais j'ai recentré mon alimentation, et surtout, je mange plus de lipides. C'est qu'avant, je faisais un peu je faisais n'importe quoi. La course à éviter les lipides, la course aux calories, et là, clairement, de manger tout ce qui est manger équilibré et de tous les nutriments, ben, c'est ça la clé. Sans manger trop, sans manger, voilà, sans se prendre la tête. Tu vois, je me suis racheté une balance alors que je m'étais interdit de le faire. Et je me suis pesé, je me suis pesé, mais il n'y a plus la dictature de la balance de me dire, ouais, je me suis privé de tout, j'ai encore pris du poids, je perds pas assez. Non, je me suis dit,
Je me suis dit, tu fais le job, de toute façon, physiologiquement, le corps, il te rend ce que tu lui donnes. Donc, tu fais le job, tu fais au mieux, tu te prives de rien, et ça a fonctionné. Mais c'est quelque chose que je travaille depuis. Par rapport à mes problèmes, j'ai tiré la sonnette d'alarme en 2018 parce qu'on s'est rendu compte en fait que mon corps, il se nourrissait de mes muscles et de mon squelette pour, euh, pour avoir assez de nutriments parce que je n'en fournissais pas assez. Donc en fait, en gros, depuis 2018, j'essaye de rééquilibrer les choses. Et en fait, j'ai rééquilibré les choses, mais j'arrivais pas à être performant, quoi. Et là, c'est la première fois où je me sens performant en ayant équilibré les choses. Donc ça c'est top. Je peux dire que je suis enfin sorti de cette spirale très négative. Punaise, bravo. Franchement, bravo. Ouais, c'était pas prévu au programme du podcast, mais voilà, Ouais, c'est ça, mais non, mais tu vois, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quand même un sujet. je suis bien avec toi, donc je dis Bah, merci pour ça, hein, mais enfin, tu vois, d'être aussi transparent sur le sujet, mais c'est vrai que c'est bah ouais, l'alimentation et puis les potentielles dérives quand tu as eu du haut niveau ou juste la recherche de la performance, ouais, c'est quand même un vrai. Enfin, moi, il me semble que c'est quand même un vrai sujet dont on parle assez peu. Donc, comme tu l'as mentionné, je me suis dit, ah, il y a peut-être des choses intéressantes à apprendre. Allons creuser. ah ouais, ouais, non mais clairement, mais ouais, en plus là je parlais que de l'aspect physiologique, mais après l'aspect social, il y a tout qui rentre en jeu, quoi. C'est que Ouais, tu te désociabilises, tu perds des amis, tu te sépares, ça peut aller très loin, quoi. Ça peut aller, ouais, c'est un cercle vicieux dans lequel c'est très difficile de sortir. Donc si mon témoignage il peut aider ou s'il y a des gens qui veulent échanger par rapport à ça, franchement qu'ils n'hésitent pas parce que moi j'ai aucun tabou là-dessus. De toute façon j'ai toujours assumé tout ce que je faisais dans la vie. Donc là clairement, si je peux passer un message et tout ça, c'est vraiment parce que, mais, tu vois, je voyais dans les dans les teams élites dans lesquels on était, on en discutait un peu, mais ça reste en off, quoi. Ça reste ouais, inside. Donc moi, j'ai vraiment pas de souci là-dessus à en discuter parce qu'il y a des vraies dérives, quoi. ouais, ouais. Trop bien. Bah, écoute, bravo pour ça et merci. S'il y a des gens qui se sentent concernés, intéressés par le sujet, bah voilà, Nahu se rend dispo. Merci pour ça, Nahu. Ok. Donc, bon, là, si on fait un petit résumé du coup du Ramsey Round, globalement, ça s'est bah, super bien passé. Un défi sur lequel tu t'es lancé en étant au meilleur de ta forme. T'enchaînes avec un week-end de récup de 180 bornes et 10 000, 14 000, c'est ça, de D+. 14 000, ouais. Voilà, histoire de dérouler un peu les jambes. Donc clairement, ça semble être un défi qui s'est super bien passé. Du côté du partage, tu nous expliquais que voilà, il y avait 2 personnes dont c'était vraiment le taf, qui sont en train de préparer du contenu. À quoi est-ce que ça va ressembler, ce qui arrive? Alors ça va ressembler avec un reportage dans Nature Trail, je pense que ce sera Nature Trail du mois de décembre, avec les photos de David. Ça va ressembler à un film, à un court-métrage, un ou deux courts-métrages de Cédric, qui sera dans un premier temps accessible uniquement aux personnes qui ont participé au crowdfunding, mais après qui seront en ligne dans un second temps pour tout le monde. Et après, ça sera aussi un album photo collector pour tous ceux aussi qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Donc voilà un peu les prochaines échéances médiatiques de ce projet. Trop bien, trop bien. Excellent. Donc tu disais le Paddy Buckley, le dernier des trois, potentiellement l'année prochaine. Comment est-ce que tu l'approches? Est-ce que tu te donnes je sais pas, une deadline à partir de laquelle tu décides d'y aller ou pas, ou ce sera sans plan sur la comète, au feeling, comment tu le sens? Bon, c'est déjà décidé. C'est déjà décidé, on y va, et après on ajustera juste la date. Mais et même à tout moment, je me suis dit là, à tout moment, tu prends un billet d'avion et tu vas rejoindre tes potes qui le font avec les liaisons à vélo. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais là, clairement, après, on va voir. On sait pas. Tu sais, la montagne, je sais pas si je serai encore là l'année prochaine, hein. Mais si je suis encore là, ouais, l'année prochaine, c'est sûr que j'irai. Alors, septembre, juin, je sais pas. Mais en fonction des personnes qui m'accompagnent, parce que c'est toujours important de le partager. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Donc, en fonction des personnes qui m'accompagneront et de leur disponibilité, on choisira la date et on ira faire ce troisième round. Génial.
Oh là là, du teasing. Mais écoute, je pense qu'on aura un épisode débrief du Paddy Buckley et puis du coup du challenge complètement terminé. Si jamais dans les auditeurs, les auditrices, il y a des frappés qui ont envie de se lancer sur ce genre de challenge, et en particulier, tu vois, sur le Bob Graham ou le Ramsey, qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Ce serait quoi tes conseils par rapport à ce que tu as vécu? D'échanger, mais déjà de me contacter, qu'on en discute. Je me ferai un plaisir je me ferai un plaisir de leur transmettre les cartes, de leur transmettre toute mon expérience par rapport à ça. Clairement, moi, je le fais, ces rounds, je les fais dans l'espoir d'attirer le plus de monde possible sur ces rounds, de faire découvrir aux pratiquants d'ultra-endurance en France ces rounds. Et je suis vraiment ultra content quand je vois Marias Émergent, Brunhilde et toute son équipe, des amis très très solides de Toulouse qui ont été le tenter le Bob Graham. Quand je vois mes potes qui vont essayer de tenter les trois avec les liaisons à vélo, je crois que Rémi Gégard et le journaliste, il va tenter Paddy Buckley là maintenant, je crois, ou je sais pas. Et moi, un peu cette émulation autour de ces rounds. C'est cool parce que je suis pas un porte-drapeau, mais j'aime le partage et ça, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Donc, à Ouais. l'heure où les courses sont de plus en plus aseptisées, où les gens ont découvert les off, parce qu'il y a quelques années, quand je faisais des off, on me prenait pour un taré. Maintenant, ça s'est démocratisé. Mais ouais, c'est vraiment à notre époque où tout est un peu aseptisé, tout est un peu. Parce que l'essence du trail, souvent, moi je vois quand je parle avec des ultra-trailers, tu fais ça pourquoi? Ben, pour la liberté. Sauf que quand tu es organisateur, il manque une balise tous les 20 mètres et tu te fais rentrer dedans parce qu'il manque une balise tous les 20 mètres. Alors, au niveau liberté, on repassera, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la liberté, c'est de l'authenticité, c'est de la vraie montagne, quoi. C'est tout ce que la montagne peut m'apporter, mais tu le retrouves là-bas, quoi. Ouais. Il y a l'équivalent en France et notamment du côté de chez toi de ce type de course, des rounds là, de 24 heures. Ouais, il y a des Catalans, il y a des amis catalans qui ont créé un round que l'on va faire en 24 heures, mais là, clairement, c'est vraiment de l'alpi-running. Ça fait 65 km et 6005. On est en train de repérer tous les tronçons là, et on risque de le faire peut-être cet été ou l'année prochaine. Mais là, pour le coup, c'est vraiment encore plus alpi. Là, clairement, Ramsey, Bob Graham, ça reste du trail avec quelques passages engagés. Mais là, ce que les Catalans ils ont fait, ben, d'ailleurs, on passe à la pique des stats sur le parcours de la Pika Pika, mais c'est vraiment de l'alpi running. Et donc, ça, on le prépare comme il se doit. Mais ce week-end, on faisait soit le GR26, soit on faisait ça. Donc, on a préféré faire plus long. Mais donc, ça prend forme tous ces défis en sub 24 heures. Donc, c'est cool. C'est cool parce que ça ouvre de nouvelles possibilités, des nouvelles Ouais, opportunités. Donc ça, yes. c'est toujours intéressant. Sauf qu'en France, le problème, c'est que ben, la législation fait que si commences à organiser ça, s'il y a le moindre pépin sur ton truc, ben là, c'est pas. Je pense pas que ça soit possible de le reproduire en France parce que l'aspect responsabilité, en France, il faut un coupable, quoi. Et si moi je Ouais. lance, j'y ai pensé, hein, de lancer des rounds et tout ça, mais si c'est qui est le porteur de projet, qui est la personne qui, ah, ben c'est telle personne, moi s'il y a un pépin, c'est telle personne le responsable. Sauf que que ce soit en Angleterre ou en Catalogne ou en Espagne, euh, la population n'est pas infantilisée comme chez nous et on sait ce que ça vaut une décharge de responsabilité. Sauf qu'en France, même si je ferais signer des décharges de responsabilité sur des projets que j'ai comme ça, eh ben, ça n'aurait pas de valeur, quoi, Ouais, d'accord. Ok. malheureusement. Je Donc, savais pas qu'il y avait une voilà. différence, tu vois, qu'il y avait des contraintes légales à ce point du côté organisation d'événements. Mais ouais, c'est intéressant parce que toi, t'es carrément là-dedans. C'est ce que tu fais avec la Pika Pika, C'est ça, ou notamment. avec la liégeoise. C'est mon job. Ouais. Et là, tu te rends compte à quel point c'est même une machine judiciaire maintenant. Ce qui, quand elle se met en route, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de projets. Tu vois, l'année dernière, en off, on avait fait le Torn, donc un 300 km avec 30 000 de dénivelé sur les trois pays des Pyrénées avec les plus hauts sommets. Ouais, ouais, et j'aimerais l'organiser en off. Quoi, j'aimerais l'organiser comme une PTL. Euh, L'année d'avant, j'avais fait un 150 km et 15 000 sur la trace de mes rêves. Pareil, une Pika Pika améliorée. Parce que dans le cadre de l'organisation du Mont Calme, on ne pourra jamais l'organiser parce que c'est trop compliqué. Moi, j'aimerais l'organiser moi-même. Mais le problème, c'est que les responsabilités, elles sont trop grosses, quoi. En France, pour Ouais. le coup, les responsabilités sont trop grosses. Tu vas en Catalogne, tu organises ça, un coureur en Andorre, il te fait une décharge de responsabilité comme quoi il est conscient qu'il peut mourir mais comme à chaque fois qu'on est en montagne, quoi. À chaque fois qu'on est en montagne, on peut mourir. C'est le jeu, c'est comme ça. Sauf que dans ces pays-là, ça a une vraie valeur juridique.
Et en France, même si les personnes elles sont consentantes, si elles ont le moindre pépin, c'est toi qui trinques. Ok. Ouais. Ok. Donc, il y a toujours des moyens de Ouais. contourner, hein, de faire des événements de moins de 100 personnes, de faire des. Mais voilà, là, clairement, c'est un frein. Donc, peut-être un jour, je me lancerai à lancer le Torn, à, à lancer sur la trace de mes rêves, ou mes amis. Parce qu'en fait, là, ce qu'on a fait ce week-end, le GR26, c'était créé par mes amis qui ont créé Else 2000 Else 1900. C'est les 7 sommets de l'Andorre à plus de 2900 mètres qu'on doit faire librement aussi, comme ça, en moins de 24 heures. Et ça, malheureusement, ça a Ok. disparu. Donc, j'aimerais, si Matt et Carles qui vont nous écouter, ils sont prêts à relancer la machine, voilà, j'aimerais les aider parce que c'est des courses qui nous manquent, quoi. C'était le patrimoine montagnard qui s'est perdu. Donc, Ouais. c'est dommage. Parce que moi, c'est ma vision des choses, quoi. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait lever tous les matins, c'est ces aventures. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore avec la Pika Pika et la Pika Ariège, c'est que grâce à l'organisation du Challenge du Mont-Calm, ils ont réussi à créer des formats de courses qui sont totalement différents. Une Pika Pika, donc, dont le départ sera, quand le podcast sera en ligne, ça sera fini, mais le départ sera bientôt. C'est 109 km et 11 500 mètres de dénivelé positif. Oh C'est la du jamais vu, vache. quoi. Mais on a réussi notre challenge. Tout le monde pensait que c'était pas jouable, que c'était pas possible, mais ça a vraiment trouvé sa cible. Et d'ailleurs, ce qui est révélateur, c'est que à notre époque où les ultra trail perdent des concurrents tous à part l'UTMB, et ben nous, on arrive à avoir plus de 200 coureurs sur une telle distance parce qu'on fait quelque chose de différent. Après, Ouais. c'est peut-être des choses qui me poussent à toujours faire les choses différemment des autres, peut-être. Mais là, clairement, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, quoi. Excellent. J'ai vu, c'est assez marrant d'ailleurs parce que maintenant que je commence à avoir eu pas mal d'invités, notamment du trail sur le podcast, je savais pas que tu connaissais Maria Semerjian, que j'avais eu au tout début. Et il me semble que Vanessa Morales sera au départ de la Pika Pika. Yes, mais Vanessa, elle s'est fait mal au doigt de pied là. Elle m'a envoyé ses radios. Elle s'est luxé un doigt de pied, mais je crois qu'elle va serrer les dents et elle va être au départ de la Pika Pika. Donc Ok, ça c'est cool. Ouais, ouais. Et Maria aussi extra. que je salue. Et Maria qui nous fera du balisage à la Pika Pika aussi. On est une Ok. grande famille. On est une grande famille. Je crois que Maria elle court ce week-end un gros ultra en Suisse. Et elle me dit pour la récup, Nahu, moi je serai là, je baliserai. Tous les ans, elle vient baliser. Euh, donc c'est ou faire Serfil. Je crois qu'elle fera Serfil cette année. Donc ça c'est Ok. cool. Ce partage, cette solidarité montagnarde, c'est cool. Ouais, Maria, je l'avais contactée justement parce qu'il me semblait, je sais plus pourquoi j'avais en tête qu'elle serait peut-être sur une des courses de l'UTMB. Et elle m'avait dit elle faisait, je sais plus, Un attends, qu'est-ce ultra en qu'elle m'avait Suisse. dit? Un ultra Ouais, en elle a un Suisse ce ultra en week-end. Suisse. Attends, c'est quoi? Tac, tac, tac. Voilà. Je sais plus, elle sera en Suisse. Donc, ouais, Je suis ok. plus assez connecté Ah, au c'est monde de rigolo. l'ultra pour te dire. Ouais, 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 le monde de la montagne est petit. ouais, c'est ça. Trop bien. Eh ben écoute, franchement, un grand merci Nahu. Sur quoi est-ce que tu te concentres du coup entre maintenant et le Paddy Buckley? Est-ce qu'il y a d'autres défis qui arrivent pour justement pour préparer le dernier round ou pas forcément? Ouais, si, si. Alors moi, mon gros rêve l'année prochaine, ce serait partir faire Nolan 14 dans le Colorado. Ça fait Ok, plusieurs années qu'on tourne autour et que malheureusement on n'y arrive pas. Donc ça, ce serait vraiment mon gros rêve qui continuerait c'est la même dynamique, hein, c'est le même défi. C'est pareil, sauf que là, il faut faire en moins de 64 heures parce que c'est encore plus difficile. Mais donc ça, si ça peut se goupiller l'année prochaine, ça serait vraiment un gros objectif. Sinon, là, l'actualité, ça va être donc de réussir une belle Pika Pika, de prendre un peu de temps en famille parce que je travaille beaucoup. Donc ça, prendre un peu de temps en famille pour recharger un peu les accus. Et après, peut-être le 7, j'ai envie de faire un peu de vélo en ce moment-là. Peut-être les 7 majeurs ou des défis en gravel. Et voilà quoi. Et pourquoi pas, tu en as parlé tout à l'heure, la Spine Race. Parce que même ah, si c'est une course qui est pas trop en altitude, qui est pas trop monte. En fait, tous les gens, les spiners, ils s'appellent les mecs qui l'ont réussi. En fait, ça fait une grosse communauté. Et j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. Et en fait, ces mecs-là, quand je les vois parler de la Spine Race entre eux, je vois dans leurs yeux qu'il s'est passé quelque chose à cette course, à cette aventure. ok, Et pourquoi pas, je dis pas non. Voilà. Alors pour le coup, c'est 400 km et que 10 000 de dénivelé ou 15 000. Mais les conditions météo c'est une vraie aventure. Pour avoir échangé ouais, avec tout le monde. Donc pourquoi pas, je ferme pas les portes à ça. Et après, peut-être qu'un jour je remettrai un dossard. Mais
les seules courses qui me feraient remettre un dossard, ça serait la traversée Picos d'Europa, Canfranc, ou la PTL. Ok, ok. Trop bien. Bah écoute, je faisais un épisode ce matin avec une équipe de la PTL de l'année dernière qui a malheureusement, ils se sont fait arrêter à 23 km de l'arrivée. Et ils attendaient qu'une chose aussi, tu vois, par rapport à ce que tu disais avec les Spiners. Quand ils en parlaient là tous les trois, Vincent, Thibaut et Louis, tu sens vraiment que voilà, s'ils peuvent prendre un dossard demain pour la refaire, cette PTL, ils le font. Donc c'est assez rigolo de voir comment certaines courses un peu rustiques, tu vois, marquent visiblement les gens assez fortement. Ah, clairement. Mais ça, c'est comme dans tout, hein. À partir du moment où on est dans un environnement hostile, on devient plus solidaire. Donc, les valeurs humaines sont exacerbées dans ces cas-là. Et clairement, et la PTL, je l'avais ressenti aussi. Parce qu'en plus, la PTL, quand j'aurais dû la faire, donc j'avais été forfait de mon côté. Mais avec David Gontier, le photographe qui était avec nous, on l'avait suivi parce qu'il devait suivre notre équipe. On avait fait un reportage pour Nature Trail. Et c'était cool parce que ça avait mis en projecteur dans un grand média trail, mais cette PTL et cette aventure extraordinaire que tu vas vivre et qui fait que ben, après, c'est comme l'Euphoria en Andorre qui faisait, c'est une grande famille après. C'est une grande famille. Ouais. Ah, génial. Bah écoute, tiens-nous au courant pour la Spine, si vraiment ça se présente. Je crois que pour 2023, ça a l'air d'être un truc de fou, hein, la demande sur cette course, parce que j'ai regardé, je crois que j'ai regardé en avril cette année pour 2023, donc avril 2022 pour janvier 2023, et c'était déjà complètement plein. Donc j'ai l'impression qu'elle est ouais, assez populaire quand même, en tout cas très demandée. Ah, c'est clairement dans le monde de l'ultra-endurance, c'est une course légendaire. Ouais, Il y a qu'en France qu'on connaît pas trop, mais c'est vraiment une course de légende. Quand tu fais de l'ultra-endurance, c'est une course de légende. ouais. Ok, bah écoute, Mais ouais. tu nous diras à quoi ça ressemble. Et tu parlais du vélo, peut-être avant de finir. La dernière fois qu'on avait échangé, donc avril 2021, je crois que tu avais Ouais. déjà commencé le vélo à ce moment-là. Et un truc qui m'avait fait sourire, c'est que tu me disais que tu n'avais pas encore investi dans un vélo et tu utilisais le vélo de ta belle-mère, qui n'était pas vraiment à ta taille, Yes. ni non plus, tu vois, un vélo voilà, comme on peut en trouver dans des boutiques spécialisées, carbone, machin, hyper léger. Aujourd'hui, tu as investi ou tu es encore avec les moyens du bord? Ouais. Non, non, non. Là, c'est vrai que je me suis tapé des bornes, des bambées de 300 bornes avec le vélo de ma belle-mère, taille S, triple plateau. Euh, on aurait dit un crapaud sur une boîte d'allumettes. Et, d'ailleurs, il y a eu un reportage je crois que c'est alors dans le cycle, sur un projet d'ultra bike que j'ai fait en Ariège là, et il y a la photo, on dirait vraiment un crapaud sur une boîte d'allumettes quoi. Et non, j'ai investi dans un gravel, donc ça me permet de faire de la route et du gravel. Donc je change les routes, je change les roues et voilà, je me suis fait des bonnes petites aventures. L'année dernière, j'étais de mariage au mois d'août après la Pika Pika à Paris, mais je suis parti d'Ariège, je suis monté à Paris en une fois quoi. J'ai tapé 780 bornes. Oh là là. Je sais pas, j'ai dû mettre 42 heures, je crois. À la fin, dans la Beauce, je voyais des barres rocheuses. Alors, pour te dire à quel point j'étais satellisé. Excellent. Mais voilà, donc après, ce qu'on fait pas mal, c'est avec mes amis, on fait des home pick home là. On s'amuse à partir de chez nous à vélo. On pose les vélos en bas des montagnes, on va faire les sommets, et on revient à vélo. Donc, il y a tellement de choses, ça ouvre tellement de possibilités le vélo. C'est surtout avec ces Ouais, gravels quoi. Avec ces gravels, là, moi, je mets mes pneus de route à tout moment. Mais comme là, j'ai l'ambition de faire les 7 majeurs, mais je le fais en gravel avec des roues de route. Ça me suffit largement. Et ouais, ouais. dès que tu changes les roues, et tu vas faire du gravel vraiment. En plus, on peut en faire vraiment du gravel engagé, quoi. On peut faire du gravel sur des pistes, mais on peut faire du gravel un peu type VTT. Bon, le mon vélociste, il aime pas trop parce qu'il me rappelle souvent, on a eu, c'est un gravel que tu as, c'est pas un enduro, quand il voit l'état de mes disques, mais ça ouvre la possibilité à énormément de liberté. Et comme dans tout ce que je fais, la liberté et l'aventure me guident. Donc voilà. Donc le vélo de belle maman et sur le home trainer. Ouais, ok. Ça marche. Bon, en tout cas, il est toujours en utilisation, c'est cool. Ah ouais, j'ai découvert, ouais, faut pas gaspiller. Mais pour à mon après Covid, un truc que j'aurais jamais cru faire, j'ai fait du home trainer avec Zwift là. Et en fait, ça m'a permis de reprendre l'après Covid. Bon, le problème, c'est qu'après 2 semaines de Zwift, j'ai fait Ouais. 150 bornes quoi, d'un coup. Mais Et ouais, encore une fois, c'était pas une super idée. Mais voilà, donc le vélo de belle-maman est toujours là. ok. Bon à savoir. Bah écoute, on arrive au bout. Un grand merci, Nahu, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. C'est juste ouf ce défi que
tu as mené à bien le Ramsey Round. Franchement, c'est assez impressionnant la façon dont tu l'as géré. Et puis, tu vois, finalement, que tu te sois donné les moyens de tes ambitions. Hâte de voir ce que ça va donner pour le Paddy Buckley. Tu viendras nous faire le débrief complet du coup. Et puis d'ici là, excellente préparation. Et puis, on échange très rapidement du coup. Ouais, ben régale-toi bien à la PTL. Un grand merci à tous les auditeurs. Et ouais, surtout si parmi les auditeurs, certains veulent des informations sur ces rounds ou qui veulent échanger sur la Pika Pika ou sur quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Il y aura mes réseaux en lien, je pense. Yes, absolument. Je mettrai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup Nahu. Très bonne fin de journée à toi et à une prochaine du coup. Allez, à très vite. Ciao, ciao.